Bonjour tout le monde, bienvenue au Fascicule N13. J'ai une petite invitée, une vieille invitée. C'est ma vieille chatte Maria qui a 20 ans et demi et qui s'en va sur son 21e année, mais je suis pas sûr si elle va faire 21 ans, mais en tout cas, elle ne monte plus sur moi tout seul. C'est ça, elle est vieille. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va commencer à voir, c'est le fascicule N13. J'ai mis dans le OneNote, vous voyez bien que j'ai mis une section fascicule N13. J'ai remis en ordre l'arrivée des fascicules. Puis j'ai mis le fascicule ici. J'ai mis des exercices. Puis évidemment, je vais mettre les listes de lecture. C'est le premier vidéo, donc j'ai pas encore la liste de lecture de créer, mais euh, elle va se trouver ici, là, à la place du fascicule N13. Du mot fascicule N13, là, ça va être la liste de lecture qui va être là en bleu. Ça va être un lien vers la liste sur YouTube. Donc, pour tout de suite, on va aller directement au fascicule. Il n'est pas encore ouvert. Je vais remonter d'un cran dans les notes de cours. OK. Donc, on va se mettre ça en plein écran. Affichage. Non, plein écran. Pause. OK. Donc, le fascicule N13, c'est sur les convertisseurs analogiques à numérique et numérique analogique. Donc, on va commencer à voir un peu plus les détails de quelles sont les manières de fabriquer un convertisseur analogique à numérique, puis quelles sont les spécifications qui sont importantes, puis comment on fait pour faire certains calculs aussi, parce que des fois, on veut savoir exactement quoi s'attendre comme entrée ou comme sortie. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme valeur pour que la conversion se fasse correctement. Donc, c'est un peu ça. Ou qu'est-ce qui sont les différents types de problèmes qu'on peut rencontrer, puis comment les régler. Donc, à la fin du fascicule, on sera... bon, vous allez mieux comprendre la différence entre analogique et numérique. Parce que présentement, tout ce qu'on sait, c'est qu'un analogique, c'est continu dans le temps, puis numérique, ben, c'est des 0 et des 1. Ouais, ok. Mais on va aller un petit peu plus loin que ça, ok? Euh, on va Vous allez être en mesure d'expliquer le fonctionnement sommaire d'un convertisseur analogique à numérique, puis l'inverse aussi. Expliquer l'utilité d'un convertisseur analogue à numérique, bon, puis numérique à analogique. Mesurer et calculer le rapport signal sur bruit. On va voir ça. Comprendre la limite de la précision et du temps de la conversion des convertisseurs. Donc, ça dépend des convertisseurs. Des convertisseurs qui sont plus rapides que d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus précis que d'autres aussi. Donc, il y a des principes qui permettent d'une rapidité plus grande, puis d'autres qui permettent de prendre moins d'espace dans les composantes. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux, parce que ça dépend de ce qu'on fait. Donc, le traitement numérique du signal, ça comprend toujours, si on parle d'un signal analogique, ben, pour être capable de le traiter de façon numérique, il faut absolument le passer par un convertisseur. Si vous avez utilisé jusqu'à maintenant un Arduino, vous avez toujours fait analog read, analog write. Ce que vous avez fait en fait, c'est que vous avez fait une conversion d'une valeur d'un capteur, puis vous l'avez traité, puis vous avez sorti ce signal-là une fois traité par un convertisseur numérique à analogique. Donc, ça prend toujours, dès qu'on fait du traitement de signal numérique, on n'a pas le choix, il y a au moins un convertisseur d'un bord ou de l'autre. Donc, peu importe c'est quoi qu'on fait, il y a toujours un convertisseur. Donc, le schéma bloc d'un système de traitement de signal numérique, il y a tout le temps un processeur de traitement de signal quelconque.
ça peut être ça peut être juste un microcontrôleur, là, mais ça peut être aussi un processeur dédié à ça, donc un Digital Signal Processor, DSP. Puis, évidemment, ben, avant le DSP, il y a les convertisseurs analogues à numérique, puis après, il y a le convertisseur numérique à analogique. Bon, le livre parle aussi de filtre anti-repliement. On va voir ça plus tard, un petit peu plus bas. Donc, le filtre anti-repliement, pourquoi il est important, puis qu'est-ce que ça fait si on l'oublie, puis qu'on le met pas, puis qu'on fait pas attention au signal qui rentre. On va voir que ça cause des problèmes, puis d'ailleurs, on va faire ça en lab. On va se plugger des choses sur les convertisseurs, puis on mettra pas de filtre parce qu'on n'est pas en mesure, parce que, bon, c'est ça, le convertisseur, on fixe pas la fréquence d'échantillonnage. Pour être capable de mettre un filtre, il faut absolument fixer la fréquence d'échantillonnage parce vous allez voir plus tard. Même chose pour la sortie. Souvent, on va faire un fil de reconstruction parce que le signal qui sort habituellement, c'est un signal qui est avec des petits échelons, des petits escaliers. Donc, on va le filtrer pour enlever ces petits échelons-là pour qu'on voit vraiment plus quelque chose de lisse. Évidemment, plus la résolution est grande sur notre signal, moins on a besoin de filtrer. En fait, plus on a besoin de filtrer en haute fréquence, mais moins on a besoin de filtrer parce que à basse fréquence, on voit pas vraiment ces échelons-là. Donc, c'est super important de comprendre que tout système de traitement numérique contient toujours au moins un convertisseur en entrée ou un convertisseur en sortie. Même si vous utilisez un PWM pour générer un signal analogique, un PWM, c'est justement une partie d'un convertisseur numérique à analogique. Ce qui manque pour être capable de faire ça, c'est le fil de reconstruction. Fait qu'un PWM nous sert de convertisseur avec le fil de reconstruction. C'est ça qui nous permet de faire notre sortie analogique. OK. Des exemples de systèmes numériques où est-ce qu'il y a un peu de traitement. Un thermostat. Donc, on va lire la température. On va être capable de la lire de façon numérique. Habituellement, tous les microcontrôleurs, les thermostats numériques ont un petit microcontrôleur qui est capable de lire la température. Et c'est lui d'ailleurs qui fait l'affichage. Un oscilloscope numérique, les oscilloscopes Tektronix, c'est automatiquement des traitements numériques, surtout à la grosseur qui sont rendus. Puis souvent, il va y avoir de la logique qui est dédiée. Donc, il va y avoir des chips spécialisés, qu'on appelle aussi des ASIC, Application Specific IC, Integrated Circuit. Puis, on a évidemment, dans certains cas, on a des FPGA. Les FPGA ont une versatilité que les ASIC n'ont pas. C'est qu'ils sont reprogrammables. Donc, on peut modifier, on peut changer le firmware à l'intérieur pour modifier son comportement ou changer de version. Si jamais on découvre un bug, ben, on n'est pas barré avec un chip qui a une problématique dedans. On peut le reconfigurer. Un système de reconnaissance de code à bord, ben, il faut être capable de faire un traitement sur l'image du code ou ça peut être une image linéaire. Si on a un laser qui scanne comme ça, ben, on va aller chercher le reflet du laser et on va le capter sur une ligne et on va être capable de faire le traitement. Système de reconnaissance d'écriture pour la Poste Canada, ben, ça c'est des méga gros systèmes de reconnaissance d'image. Une image, c'est une caméra, c'est à la base, ça capte la lumière qui est un phénomène analogique, puis on le convertit en numérique. Chaque pixel est un convertisseur elle-même. Et chaque pixel va avoir une intensité qui va être convertie sur un certain nombre de bits. Et cette conversion-là, c'est un convertisseur analogue à numérique. Ça fait la conversion de l'image en couleur. Des pixels en couleur.
tout équipement qui prend des mesures qui est interfacé sur un ordinateur, donc si je prends des mesures de température, de pression, de toutes sortes d'affaires, il y a nécessairement, si ça passe par USB, c'est sûr qu'il y a une conversion qui se fait. OK? Oh, ben là, évidemment, j'ai mis un petit truc là, un peu plus rapide, là, une suspension active. C'est un exemple que j'avais vu de un moment donné, puis je trouvais ça intéressant. C'est je pense que c'est BMW ou c'est Mercedes, je me souviens plus, je pense que c'est une Mercedes, qui ont installé, c'est Bose en fait qui a développé un système de suspension. Et au lieu d'avoir une suspension passive, donc avec des ressorts puis un amortisseur, il y a un système d'actionneur qui maintient toujours le char droit. Donc, même s'il pogne un trou, c'est le pneu qui descend pour garder l'auto. Fait que même si tu pognes des virages, au lieu de faire ça, puis que l'auto se promène comme ça dans les zigzags, l'auto reste droite et fait des zigzags, mais droite. C'est assez particulier. Puis ça fonctionne, par contre, ça consomme évidemment un peu de courant parce que ça prend des bobines pour faire ça, mais il faut être capable de lire la position de la route en tout temps. Donc cette position-là, c'est numérisé pour être capable de faire le traitement. En fait, le traitement se fait avec sûrement plus qu'un seul processeur de traitement. Ça doit être un traitement, au moins un traitement par roue, peut-être plus. Donc, parce qu'il faut que ça soit très rapide pour être capable de répondre. Si vous roulez à 200 km/h, il faut être capable de maintenir la suspension correctement. OK. Euh, les avantages du traitement numérique par rapport au traitement analogique. C'est quoi les avantages? Mais ça, c'est important que vous les compreniez. Pourquoi on est rendu à faire du traitement numérique? Pourquoi on n'a pas continué comme moi quand j'ai fait techno? Ben, les traitements numériques, on en faisait très peu. On en faisait, mais pas tant. Mais ce qui est intéressant avec le traitement numérique, c'est qu'on peut facilement refaire tout ce qui est programmé est facile à copier. Tu peux programmer en ligne une panoplie de processeurs en une passe. Donc, il suffit juste de mettre les processeurs en cascade, puis on les programme. Puis le circuit, ben, on peut le reprogrammer à volonté. Okay? Ça, c'est super intéressant. Le signal numérique, une fois qu'on a enregistré le signal numérique, vous savez, hein, c'est facile à reproduire. Donc, on peut facilement le reproduire maintenant avec les MP3, les formats de fichiers compressés. MP3, c'est passé date, mais les M4A, les FLAC, les Ogg Vorbis, tous ces formats-là, ce sont des formats de son qui ont été compressés, mais il y a aussi des signaux compressés. On pourrait enregistrer n'importe quel signal. Si ce n'est pas un signal audio, ça pourrait être n'importe quel signal qui pourrait être compressé. Un signal d'accéléromètre, par exemple, pourrait être compressé, pourrait être envoyé sur un réseau. C'est facile à reproduire, puis c'est facile à transmettre aussi. Un signal numérique, c'est facilement mémorisable. Essayez de mémoriser un signal analogique. C'est impossible. En fait, c'est possible. Il y a déjà eu des microscopes, des oscilloscopes, je vais finir par le dire. Des oscilloscopes qui étaient capables de mémoriser un certain temps un signal puis de le fixer. Il emmagasinait le signal comme dans plusieurs petites bobines. C'était une espèce de mémorisation quelconque, mais c'est super complexe puis ça prend beaucoup d'espace. Tandis que le signal numérique avec les mémoires,
ben vous avez vu que la mémoire, c'est pas un problème. Puis d'ailleurs, vous êtes en train de faire le laboratoire N12. Puis c'est justement, on est en train d'enregistrer une seconde. Une seconde, c'est rien. Une seconde, on est capable d'enregistrer combien de musique sur un téléphone aujourd'hui? C'est fou. Donc, c'était pas comme ça auparavant. Le numérique, c'est en fait une des choses qui a fait en sorte qu'il y a eu un essor dans le numérique, c'est le fait que on a eu une baisse énorme des prix parce qu'on a été capable de miniaturiser énormément. On est rendu dans des technologies qui descendent en bas du 10 nanomètres pour la grille d'un transistor. On est à 7 nanomètres. C'est pas toutes les compagnies qui font ça, là. Mais même là, même à 100 nanomètres, c'est très petit. Ça fait en sorte que si on est capable d'utiliser des transistors pour mémoriser des trucs ou pour faire du traitement, c'est très petit, c'est beaucoup plus petit que de fabriquer un circuit analogique sur un breadboard, par exemple. Okay? Donc, ça, c'est une autre raison qui fait en sorte qu'on aime bien travailler avec du numérique, c'est que c'est très, très miniaturisable. Une fois que c'est numérisé aussi, le signal qui a été numérisé n'est plus influencé par le bruit. On peut le traiter, puis en autant qu'on applique les bonnes règles de calcul, puis qu'on respecte la résolution, il n'y aura pas de bruit qui va s'insérer dedans. Le bruit, c'est vraiment le seul bruit qu'on a, c'est le bruit entre deux bits qui se succèdent. Mettons que la valeur c'est 4, puis entre 4 et 5, j'ai pas 4.5, j'ai 4 et j'ai 5. Donc, il peut y avoir du bruit dans la numérisation entre les deux, mais à part ça, si je m'assure que j'ai une bonne résolution, en tout cas, au niveau acoustique, je n'en verrai pas la différence. Au niveau des signaux numériques, si je prends une température, ben, en autant que je trouve moyen d'avoir une plus grande résolution, je vais régler le problème de précision. Donc, je vais régler le problème de bruit. Les systèmes numériques traitent l'information de manière mathématique. Hein? Vous êtes en train de finir vos cours d'analogique. Vous avez vu que pour faire un additionnaire, il ne faut pas juste faire A plus B, c'est faire un additionnaire avec avec un ampli opérationnel. C'est pas juste faire A plus B, ça prend le circuit, il faut sortir l'équation, il faut bien configurer le circuit pour faire l'addition. Ben, pour faire l'addition de deux signaux en numérique, c'est A plus B égale C. C'est aussi simple que ça. Donc, on est vraiment très, très proche des mathématiques. Donc, on peut appliquer des règles mathématiques directement dans le code, programmé. Ça, c'est super. Ça, c'est une grosse force. Les systèmes numériques sont programmables et reprogrammables, même après plusieurs années. Oui, ça, c'est intéressant aussi. On peut changer le comportement des trucs. Les systèmes numériques consomment peu d'énergie. Aujourd'hui, ils consomment peu d'énergie, beaucoup moins qu'avant. Puis ça continue à descendre parce que... Pourquoi donc? Pourquoi on est capable de descendre? Là, je vous répondez pour vous autres, là. Ben, c'est parce que on est capable, on a trouvé un moyen de descendre la tension à l'intérieur des chips, des composantes, pour être capable d'avoir une consommation beaucoup plus faible. Si on baisse la tension avec le même courant, bien évidemment, on baisse la puissance utilisée. On est rendu en bas du volt à l'interne dans plusieurs chips. Donc, ça permet de consommer moins. Les signaux numériques peuvent être encryptés pour plus de sécurité. Avez-vous remarqué que lorsque vous allez sur la radio, vous recevez un signal analogique de la radio AM ou FM, vous n'êtes pas en mesure, il n'y a pas moyen d'encrypter ça, à moins de l'envoyer en numérique. Donc, la radio est obligée de broadcaster à tout le monde, puis tout le monde est capable de le capter. Tandis que en numérique, on peut encrypter, puis ça prend une clé de décryptage pour être capable de recevoir. Sinon,
Si c'était pas le cas, on pourrait pas aller sur Internet sans que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait. D'ailleurs, c'était un peu comme ça au début. Il y avait pas... au début, on recule. Là. Avant le World Wide Web, avant que vous existiez, là, dans les années 80, là, il commençait à avoir déjà du réseau interuniversitaire et interarmée. En fait, l'armée américaine puis les universités avaient un réseau Internet. C'était du FTP, mais il y avait déjà de l'encryptage, mais FTP, c'est pas encrypté. Il commençait déjà à penser pour pas qu'il y ait de problème là, au niveau de capter des données sensibles. Euh, donc le FTP, si vous faites du FTP un jour, c'est un protocole de communication entre les réseaux. Maintenant, il y a le HTTP, mais il y a le FTP aussi. Puis là, il y a le HTTPS qui est sécurisé. Donc, Google a poussé très fort pour que ce soit encrypté. Donc, c'est parce que c'est en numérique qu'on peut encrypter. Si c'était pas numérique, on pourrait rien faire. Les signaux numériques peuvent être adressés multipoints. Euh, je peux non seulement être multipoint, mais je peux être point à point aussi. Je peux décider, non, je l'envoie juste à lui. Il y a moyen de faire ça. Les analogiques, c'est broadcast, full pin. Puis je peux pas faire d'aller-retour à moins d'avoir des fréquences différentes. Ce qui est pas le cas du numérique. Le numérique, on a des trucs. Ben ouais, ok. C'est une, c'est un tour de passe-passe, mais c'est un tour de passe-passe. C'est qu'on est capable d'utiliser des fréquences qui sont les mêmes bandes de fréquences, mais comme ils sont pas synchronisés, ben on dirait que c'est du bruit. Euh, donc le signal numérique peut être adressé multipoint, gestion de trafic, réseau, Ethernet, Wi-Fi. Donc tout ça, c'est tous des trucs qui sont intéressants pour du numérique euh, qu'on pourrait pas faire en analogique. Donc je vous demande de connaître ça. Ça veut pas dire de tout savoir, mais au moins d'en connaître quelques-uns là-dedans. Savoir quels sont les avantages. Pourquoi qu'on utilise le numérique? Parce que vous êtes né là-dedans. Vous êtes né dans le numérique, mais avant, il y avait de l'analogique. Pourquoi qu'on est encore plus en numérique puis que ça va continuer? Ben, c'est ces raisons-là. Okay? Donc, un signal numérique, ce n'est pas juste des 0 des 1. C'est plus que ça. C'est des 0 des 1 qui sont organisés dans des valeurs. Et ces valeurs-là sont effectivement numériques. On a un exemple ici, là. Donc, ici, on a la valeur analogique a été encodée sur 4 bits. OK? Et ces 4 bits-là euh, représentent le signal qui était analogique, qui lui était un signal de tension. Mettons, on va faire des chiffrons là, comme l'Arduino, 0,5 volts. Ici, là, j'ai 0 volts, puis en haut, j'ai 5 volts. Entre les deux, c'est des tensions quelconques entre 0 et 5 volts. Si je numérise sur 4 bits, je prends ce 0,5 volts-là et je le sépare en 2 à la 4. 2 à la 4, ça donne 16. Je le sépare en 16 portions égales, incluant le 0. En les séparant comme ça, ce que ça fait, c'est que les valeurs intermédiaires de ça n'existent plus. J'arrondis. Fait que c'est là que je perds de l'information par rapport à l'analogique. L'analogique est super intéressant si je suis pas capable d'avoir beaucoup de résolution en numérique. Par contre, puis d'ailleurs, le gros problème du numérique, c'est quand on monte dans des fréquences très, 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 très élevées, au-dessus de 2 GHz, là. Rendu à 2 GHz, là, bonne chance de faire l'acquisition de données en numérique. Okay? C'est très difficile. Même si vos ordinateurs fonctionnent à 2.4, ça ne veut pas dire que le convertisseur est capable d'aller chercher des points à 2.4. En fait, c'est très difficile. Okay? Donc, le signal analogique, c'est un signal qui est continu. Le signal numérique, c'est plusieurs points, plusieurs valeurs qui se suivent. Et cette distance temporelle entre les points, c'est la période d'échantillonnage. C'est
la période d'échantillonnage, c'est la distance temporelle, c'est le temps entre deux points. OK? Donc, le temps entre deux points est super important parce que, évidemment, plus je vais les rapprocher, plus je vais être précis. Puis, hein, vous avez deux résolutions là-dedans. Vous avez la résolution temporelle, puis vous avez la résolution binaire. Combien de bits j'ai besoin pour être capable d'encoder avec assez de précision pour faire le travail. Donc, en hauteur, c'est la résolution binaire parce que c'est l'espace entre les points qui se suivent en tension. Puis, dans l'autre sens, en X, c'est la résolution temporelle. Donc, vous avez ces deux critères-là qui sont super importants lorsque vous faites le choix d'un convertisseur ou d'un composant numérique qui contient des convertisseurs. Okay? Par exemple, quand vous choisissez un microcontrôleur, ça se peut que l'Arduino soit pas bon. OK? OK, on continue. Une fois l'échantillon fixé en tension, on doit quantifier. Donc, la quantification, c'est important de savoir c'est quoi. Quantifier cette valeur de tension par une valeur binaire qui représente cette tension. Si la tension qui est en entrée, c'est marqué 1.2 volts, on n'aura pas une valeur numérique de 1.2. Ça ne sera pas 1.2, ça se peut que ça soit 39 en binaire. Ce qui est important, c'est la relation par rapport à la tension, c'est le rapport de tension max par rapport à la tension lue, puis la valeur max numérique par rapport à la valeur lue. C'est ce rapport-là qui va vous donner l'information précise de la tension. Vous devez connaître la tension max, connaître la valeur numérique max, puis la valeur qui est lue par le convertisseur, puis vous faites une règle de 3, ça va vous permettre de retrouver la tension qu'il y avait à l'entrée, plus ou moins l'erreur de conversion. Okay? On va y revenir à ça. Donc, le maintien de la tension échantillonnée est nécessaire afin de laisser au circuit de quantification le temps nécessaire pour faire le travail. C'est comme si un convertisseur, là, ce que ça dit, un convertisseur, ça prend une photo de la tension, puis pour faire ça, ça prend un condensateur. On met un condensateur, puis quand on quantifie, c'est que le condensateur pogne la valeur, puis on coupe le circuit, on le maintient. On maintient la valeur en fermant le circuit. Donc, on appelle ça sample and hold. Donc, je l'acquisitionne, la tension, et je la maintiens avec un condensateur. Et ça donne le temps au convertisseur de faire la conversion, parce que ça prend un certain temps pour faire cette conversion-là. Puis ensuite, la valeur va sortir sur la sortie du convertisseur analogue à numérique, puis on va être capable de la lire. Je vais y revenir. Donc, la quantification, c'est le processus qui permet de transformer la tension analogique en valeur binaire. C'est ce qu'on appelle la quantification. Okay? Donc, un autre, on voit super bien l'exemple ici. Ça, c'est le même exemple qu'on avait avec 4 bits. Puis, on a refait un convertisseur à juste 2 bits. Donc, vous voyez que je perdrais cette information-là ici. J'aurais pas grandes informations. En fait, ça ferait vraiment des gros carrés si je le faisais avec des valeurs à 2 bits. Là. Donc, on voit très bien, la résolution a de l'importance dans les échelons qu'on voit ici. Là. Plus je vais avoir de bits, moins les échelons vont être drastiques. Okay? Je vais arrêter l'enregistrement ici, puis je vais repartir un autre enregistrement. Ça fait déjà une demi-heure que je parle. Fait que ça va vous permettre de prendre un break. Puis je vais repartir une autre vidéo. À tantôt.